Donc, bonjour à toutes et tous. Pour cette session d'éclairage sur les enjeux du wallet européen, ces enjeux de confiance. Alors, on a souhaité avec l'ensemble des intervenants ce soir euh, se donner un moment d'échange. Alors, n'hésitez pas à interagir, poser des questions sur le chat. On est là pour passer un moment ensemble, essayer de prendre un petit peu de hauteur sur ces enjeux. Alors, le web numérique, on a, en tant qu'Aliency, on s'en est emparé de manière, on va dire, vraiment stratégique aujourd'hui. On a toute une réglementation UDAS 1, UDAS 2 qui est arrivée et nos intervenants vont l'éclairer par Sébastien Ferrey, donc associé de Finnegan, aujourd'hui, qui va vous apporter un premier éclairage. En fait, on a trop souvent vu effectivement que ce wallet est pris sur le prisme du réglementaire, alors qu'il va ouvrir tout un enjeu autour de la confiance numérique. Les travaux qu'on a menés ont émergé dans le cadre de plusieurs échanges qu'on a menés avec Bruno Buffenoir, qui est directeur général de KeepMe, qui aura l'occasion de se présenter, acteur engagé sur ces sujets de confiance numérique et depuis pas mal d'années. Et en travaillant un peu sur le sujet, on a effectivement fait émerger l'intérêt d'amorcer des échanges un peu profonds autour d'une coalition, un do tank. Je sais que Bruno n'aime pas ce terme de coalition, mais on a trouvé intéressant d'adresser cet enjeu par le biais de l'intelligence collective et très opérationnelle. Et pour ce faire, on a impliqué dans la dynamique Isabelle Zablit, qui est Ecosystem Advisor au sein d'Aliency et qui aura aussi l'occasion de se présenter pendant la session, pour voir à quel moment, enfin, regarde, de ce foisonnement d'initiatives autour de la réglementation, l'impact d'un point de vue organisation business allait se concrétiser. Et c'est toute l'ambition qu'on a menée autour de l'éclairage d'Aliency, mais surtout autour d'un certain nombre d'interviews qu'on a pu faire. On a vu qu'il y avait des niveaux très inégaux de compréhension des enjeux de ce wallet numérique. Et la session d'aujourd'hui est là pour essayer d'apporter un certain nombre d'éclairages, déjà, de quoi on parle autour de ces enjeux de IDAS et de wallet, et surtout de tirer le fil et de mettre en perspective ce qu'il apparaît essentiel dans le futur du numérique, c'est cet enjeu de confiance numérique. Et c'est l'enjeu de la capacité de créer des espaces d'interaction de confiance. Et donc, je ne vais pas vous en dire plus, parce que c'est l'objet de mes intervenants. Je vous propose de rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Et puis alors, on va présenter chaque intervenant au fil des interactions. On a 3 quarts d'heure, ça va être court par rapport à l'intensité des échanges qu'on va pouvoir avoir. Mais le but, c'est que ces échanges soient suivis d'autres, si vous y effectivement trouvez intérêt, et notamment dans le cadre de l'initiative qu'on va vous présenter au cours de ces échanges. Voilà, c'était dense et efficace pour démarrer. C'était pour rattraper mes 2 minutes que j'avais de retard. Et ce que je propose, c'est à Sébastien de démarrer avec nous. Effectivement, déjà, Sébastien, je te propose de te présenter en tant qu'associé du groupe Finnegan. Donc, tu as une vraie sensibilité sur le sujet. Donc, ouais. à quelques mots, c'est quoi ton rôle à Finnegan et que fait Finnegan en fait? Ouais, merci beaucoup, Sylvain. Alors, j'ai perdu Sébastien. Non. Tu m'entends? Oui. Allô? Ou c'est moi qui ai un problème de réseau? Oui, on t'entend, Sébastien, on t'entend très bien. Parfait. Super. Bonjour à tous, merci beaucoup Sylvain pour l'introduction. Donc en effet, moi je suis associé chez Finnegan, qui est un cabinet de conseil français indépendant. On fait de la transformation métier, réglementaire et technologique pour le secteur financier essentiellement. On est 300 collaborateurs en France, créés depuis 2009, et on accompagne nos clients du cadrage stratégique à la mise en œuvre opérationnelle. Voilà. Alors on a une très forte sensibilité, hein, comme le disait Sylvain, sur la confiance numérique. Déjà parce qu'on est partenaire d'un certain nombre de banques et d'assurances françaises sur ces évolutions de la confiance numérique depuis 2016. On réalise en ce moment de nombreuses études d'impact sur eIDAS 2 et l'arrivée des wallets auprès de ces clients et partenaires. Et on est régulièrement présent sur des scènes majeures de la confiance numérique, l'ID Forum, donc Tech Days récemment, des
des groupes de travail avec France Assureur. Voilà, donc c'est un sujet qui est un sujet de cœur et donc qui est particulièrement important d'évoquer en ce moment, puisque au-delà d'être un sujet passionnant et une transformation incroyable pour nos usages de citoyens et pour nos entreprises, on répond à un triple enjeu avec cette histoire de wallet dont on va vous parler aujourd'hui. On a des sujets autour de la fraude qui explosent, propulsés par l'IA elle aussi, avec des niveaux records de préjudice au niveau mondial, 422 milliards d'euros le marché de la fraude, hein, si on peut dire. On a des jalons réglementaires importants, avec, on va y revenir, une obligation d'acceptation de ces wallets. Voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui va s'imposer à beaucoup d'entreprises. Et puis, on a une évolution des attentes des citoyens, des consommateurs, qui doit être prise en compte dans les expériences digitales, avec des attentes fortes autour de la confidentialité, de l'expérience sans couture, de la conformité aussi indirectement. Donc, l'objet de ce webinaire aussi, c'est donc de vous montrer comment, comme le disait Sylvain, on va passer de la contrainte, qui peut être perçue comme un peu basique, à en fait un vrai avantage concurrentiel à aller chercher. Donc, je vais essayer en quelques minutes, une petite dizaine à peine, de vous raconter ce qu'est le wallet, son écosystème, comment ça marche pour poser le décor de la suite de nos échanges. Alors, donc le wallet, ce dont on va parler, c'est basiquement, on est en train de parler d'une application sur vos téléphones qui va servir à un certain nombre de fonctionnalités minimales qui sont incluses dans je dirais, la spécification de ce qu'est un wallet. Donc un wallet, ça va permettre de s'identifier et de s'authentifier, trouver son identité en ligne. Ça va permettre de signer aussi électroniquement et de partager un certain nombre d'attributs. Donc un attribut, Ferreri, c'est mon nom, une pièce d'identité, c'est un document, l'attribut qui est associé à ça, ou les attributs qui sont associés à ça, ça va être le nom, le prénom, et ainsi de suite. L'attribut, c'est la maille atomique du partage d'informations. Et en fait, on a avec ce wallet le socle d'une transformation majeure et passionnante qui est le passage d'un monde de collecte de documents justificatifs qui sont à contrôler et qui sont collectés en amont et contrôlés en aval d'un certain nombre d'actes et de parcours, à un monde où on va collecter des attributs directement certifiés en amont sur lesquels on va pouvoir se baser avec un très bon niveau de confiance pour nos usages et pour les parcours clients et collaborateurs. Donc au-delà d'être un sujet passionnant, c'est quand même une petite révolution. Donc tous les wallets, comme je le disais, respectent une même spec qui leur permettent d'assurer une interopérabilité, la sécurité et une reconnaissance européenne. Le wallet, cet objet-là, il vient d'une réglementation eIDAS 2 dont on parle. Donc eIDAS 2, c'est un changement fort par rapport à eIDAS 1, facilement, qui en fait avait amené depuis 2014 les identités numériques en Europe, et le changement majeur qu'il y a avec eIDAS 2, donc l'arrivée de ce wallet, c'est déjà une réponse à deux choses que eIDAS 1 faisait de façon imparfaite, pour être gentil. C'est l'adoption qui n'a pas été au rendez-vous dans tous les pays européens des identités numériques qui sont restées un petit peu à la marge. Plus de 10 ans après, en termes d'équipement, on n'est pas terrible. Et structurellement, la façon dont c'était construit, les identités numériques que vous connaissez, que vous utilisez, déjà peut-être aujourd'hui, elles sont centralisées chez des fournisseurs. Peut être vos données d'identité. Quand vous utilisez une identité numérique, par exemple, vous êtes de la Poste, c'est la Poste qui, avec votre consentement, va fournir vos identifiants, vos données d'identité à la banque avec qui vous êtes en train de traiter, par exemple. Et eIDAS 2, on va, avec ce portefeuille européen, vraiment redonner les informations d'identité, les attributs, à la main du citoyen, dans son wallet, de façon complètement décentralisée, comme on l'a fait avec les pièces d'identité. L'État vous donne votre pièce d'identité, c'est vous qui avez la carte, quoi.
Voilà. Avant, dans IDAS 1, on avait une reconnaissance mutuelle des différentes identités. Bon, c'était déjà pas mal. Mais avec EIDAS 2, comme je le disais, on a une interopérabilité. On va beaucoup plus loin. Les wallets peuvent répondre tous à la même spécification et peuvent interagir de façon identique dans les mêmes usages. Avant, on était en EIDAS 1 limité à l'identification. Je vous ai parlé du partage d'attributs. Pas de limite à ce qu'on peut mettre dans un wallet EIDAS 2, on va y revenir. Et on va au-delà, bien au-delà de l'identité. Et enfin, donc, ce qui va vraiment changer, selon moi, hein, c'est l'obligation d'acceptation qui va répondre à la problématique qu'on avait d'adoption avec EIDAS 1 et les identités numériques. Avec EIDAS 2, il y a une obligation d'acceptation qui est beaucoup plus large, puisque tous les secteurs régulés pour leurs usages en ligne qui imposent une identification ou une authentification renforcée, soit par réglementation, soit par contrat, vont être obligés d'accepter le wallet pour ces usages-là. Premier point. On en fait beaucoup de travail avec nos clients pour détourer ce que ça veut dire, ce petit bout de phrase, mais déjà ça. Et il y a un deuxième point qui est très important, c'est que pour l'accès aux grandes plateformes, une grande plateforme au sens européen, c'est 40 millions d'utilisateurs par mois, donc ça va assez vite, hein. Pour l'accès à ces grandes plateformes, on va aussi avoir cette obligation d'acceptation, donc ce bouton Wallet Connect, qui va être présent un peu partout dans nos usages, Netflix, Amazon, enfin, la grande plateforme, quoi. Et donc, on va être surexposé à ce bouton Wallet Connect et il va s'imposer un peu dans notre quotidien. Et donc, c'est en cela qu'on est convaincu qu'il va être vraiment au cœur des usages. La Commission européenne évalue qu'en 2030, 80% des citoyens seront utilisateurs du wallet. Donc le calendrier, en synthèse, en décembre 2026, les États membres sont obligés de donner un wallet à leurs citoyens. En France, ce sera France Identité. En décembre 2027, les personnes que j'ai citées, les grandes plateformes et les acteurs des secteurs régulés pour les usages que j'ai évoqués, seront obligés d'accepter le wallet comme moyen autosuffisant de s'identifier et de s'authentifier. Voilà un peu pour le changement de paradigme. Très rapidement, 2 points pour expliquer un peu comment ça marche finalement le wallet, avec déjà l'écosystème qui se crée autour, puis ensuite avec qu'est-ce qu'on met dedans, c'est quoi les attributs qu'on mettra dans ces tuyaux. Le premier point, c'est qu'en fait le wallet, ça s'inscrit au cœur d'une chaîne de confiance. Alors, on a un peu simplifié, mais il y a des sources de confiance tout à gauche qui vont être des références pour un certain nombre d'informations, des fournisseurs d'attestation d'attributs qui vont créer ces attributs sur la base des sources de confiance dont je parlais précédemment, hein, qui vont créer ces attributs et les placer dans le wallet des citoyens. Les citoyens vont pouvoir utiliser ces fournisseurs d'attestation pour alimenter leur wallet. Et enfin, donc les citoyens vont pouvoir fournir, partager ces attributs à des parties utilisatrices, banques, assurances, autres, pour les usages évoqués précédemment. Donc cette chaîne de confiance-là, elle s'appuie à la fois sur des autorités d'enregistrement qui vont permettre à chaque acteur de la chaîne de s'enregistrer et de sécuriser cette chaîne, avec donc en s'assurant que tous les acteurs sont bien légitimes pour faire ce que de droit. Et on a des listes de confiance sur lesquelles les différentes parties prenantes de la chaîne vont pouvoir s'appuyer pour s'assurer que le partage de cet attribut tout au long de la chaîne est fiable. Voilà. Donc, un grand écosystème qui est en train de se créer avec des acteurs qui vont se positionner aux différents endroits de la chaîne. Est-ce qu'on peut dire, Sébastien, par rapport à cette notion de... parce que bon, il y a la notion de transaction par rapport aux attributs, mais cette notion d'écosystème, est-ce que c'est ce qui aussi en fait une différenciation par rapport à la version précédente, ou est-ce que ça va ouvrir, enfin, ça ouvre un écosystème nouveau ou, Oui, tout à fait. Tu as raison de le préciser parce que c'est aussi un des éléments un peu de place qui va aller dans le sens de l'adoption. Ça passe par des acteurs privés qui vont pouvoir se positionner à différents endroits de la chaîne et
proposer des usages à forte valeur ajoutée et très spécifiques à des secteurs, à des usages particuliers. Le wallet, il faut le voir comme un outil qui a été mis en place, comme une norme qui va permettre de partager un outil commun, mais avec une grande liberté fournie aux différents acteurs de la chaîne pour aller chercher des cas d'usage à forte valeur ajoutée. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans le déploiement de ce wallet. Mais en quoi aujourd'hui ça va renforcer la confiance du citoyen, de l'utilisateur, de manière, enfin, si tu as un exemple pour illustrer cet enjeu? Eh bien, en fait, aujourd'hui, quand vous allez partager un attribut qui vient de votre wallet, vous allez déjà vous assurer que vous partagez, que vous minimisez en tant que citoyen les informations que vous allez partager à votre banque, par exemple. Donc ça, c'est au cœur de l'utilisation du wallet, cette idée de minimisation de ce que je vais partager. Avant, dans Edassin, on partageait souvent beaucoup trop de choses, même avec les identités numériques. Là, on va pouvoir divulguer uniquement un âge, un nom, voilà, un attribut atomique, si on peut dire. Donc, il y a aussi cette partie-là aussi qui va jouer dans la confiance que vont avoir les citoyens, parce qu'ils vont avoir la maîtrise vraiment sur cet objet qui leur est fourni. Et cette confiance pour les utilisateurs en bout de chaîne, avec la capacité pour les banques, les assurances, la partie académique, c'est très très large, de s'assurer que la donnée, elle me vient bien d'EDF. Donc là, sur le cas, par exemple, tout à gauche, mon adresse, c'est mon point de livraison qui est assuré par EDF, et ils sont détenteurs de cette information-là, ils peuvent décider d'émettre un attribut, et donc mon client qui va le recevoir, il va être sûr de bout en bout qu'il vient du bon endroit et lui donner un très bon niveau de confiance aussi. Donc ça va simplifier drastiquement tous les contrôles qu'on va pouvoir avoir dans les chaînes de traitement sur les cas d'usage des parties utilisatrices. Ça va simplifier les expériences des citoyens au milieu avec leur wallet, et ça va créer un marché pour des acteurs qui vont créer des attributs et pouvoir monétiser ces attributs dans une certaine mesure. Le modèle économique n'est pas encore tout à fait figé. Donc ça va créer un vrai écosystème qui va s'enrichir dans les prochaines années, quoi. Et donc par rapport aux attributs qu'on peut imaginer mettre dedans, je vous ai dit que c'était ouvert et qu'il y avait un marché qui allait se créer. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir dans les wallets, hein, de façon immédiate, là tout de suite, on va avoir l'identité, ce qu'on appelle le PIN, hein, c'est l'identité régalienne, nom, prénom, date et lieu de naissance, le discriminateur, hein, qui permet de savoir que c'est bien vous. Il y a des réflexions pour enrichir un petit peu la photo, pas la photo, mais voilà, globalement, le PID, donc ça c'est tout de suite maintenant. Il y a un certain nombre d'autres attributs, hein, qui vont avoir leur place dans les wallets avec des attestations, je dirais, réglementées, les EA, les QEA, qui vont répondre à des normes qui auraient été définies, des normes sectorielles. Voilà, la façon dont on va pouvoir partager un IBAN, voilà, pour que tous les IBAN répondent à la même façon d'être écrite dans un wallet, les diplômes, les attestations d'assurance, pourquoi pas. Voilà, un certain nombre d'attestations qui vont répondre à cette norme commune, qui est pour le coup encore en train d'être étudiée et mise en place. Ça, c'est encore un peu prospectif. Même s'il y a le placeholder dans le wallet, il n'est pas encore tout à fait explicite, on va dire. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que le wallet, il va permettre sur le principe d'accueillir des credentials, des attributs variés pour des usages, je dirais, très locaux. Alors, selon les wallets, cet écosystème de wallets, il y en a peut-être qui vont se spécialiser, qui vont se limiter à certains types d'attributs, d'autres qui vont vouloir ouvrir très largement à d'autres types d'attributs. Mais dans l'absolu, le wallet, il peut accueillir un attribut, la couleur des yeux de votre chat, si vous le souhaitez. S'il y a quelqu'un qui décide d'émettre cet attribut, eh ben, le wallet est capable de l'accueillir et de le partager. Donc, on va vous retrouver là-dedans des éléments sur les cartes de fidélité, les abonnements, pourquoi
n'offre pas des scores de crédit interne, de l'accès à des locaux, peu importe. Voilà, c'est un monde ouvert. Donc c'est ça que je voulais bien faire comprendre, c'est que il y a un vrai enjeu à aller chercher ces cas d'usage basés sur cet outil dont la seule limite finalement, ça va être ce que le marché en fait, quoi. Bah donc une parfaite illustration pour, merci beaucoup, Sébastien. Donc, alors, Bruno, je vais te laisser présenter, Keep Me, hein, dans l'engagement que tu incarnes et que tu portes autour de ces enjeux de confiance numérique. Et tu es aussi un convaincu de l'opportunité et l'impact de ce wallet sur l'écosystème et ce que ça peut ouvrir comme game changer autour de la confiance pour les utilisateurs. Bruno? Tout à fait. Merci beaucoup pour la transition, Sylvain. En l'occurrence, donc, je suis Bruno Buffenoir, je suis le directeur général du pôle de confiance numérique Keep Me, du groupe BeWise. Si tu peux passer juste sur celui d'après, la planche d'après. En l'occurrence, on a perdu Sylvain. C'est pas grave. Le groupe BeWise est un groupe qui est tiers de confiance et délégataire de services dans le monde de la santé depuis 25 ans. Acteur du monde du tiers payant avec une marque que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Almeris et tout un tas d'autres services dans ce monde de la santé et de l'assurance de personnes qui fait qu'on a été confronté extrêmement tôt, comme vous pouvez l'imaginer, à la manipulation de données sensibles, à la manière de sécuriser les transactions entre les prestataires de services et que nous sommes et les différents acteurs, et à la construction d'écosystèmes, écosystèmes partageant des informations individuelles, partageant des informations liées à des prestations, toujours extrêmement sensibles. Et dans ce contexte-là, eh bien, on a réfléchi extrêmement tôt à mettre à disposition des solutions qui permettent de sécuriser ces environnements. Et donc, on s'est très vite penché sur cette opportunité qui est cette nouvelle architecture de gestion distribuée des identités qui nous fait passer finalement d'un monde où, comme l'a très bien dit Sébastien, historiquement, on collecte énormément de documents et de données qui sont contenus dans ces documents. On les collecte dans des environnements qui sont plutôt très centralisés, de manière à se donner la possibilité de les traiter et d'offrir des prestations qui s'appuient sur ces informations. Et on passe de ce monde-là, qui est un monde, dans le monde de la cybersécurité, hein, qui est un monde de pots de miel, dans lesquels finalement les cyberattaques se servent, vers un monde où on va tirer parti des technologies qu'on a déployées, aussi bien en termes de réseau que d'un point de vue téléphone mobile, pour être capable de stocker, d'échanger des informations de manière extrêmement sécurisée, by design, et donc de passer d'un monde de gestion documentaire à un monde cryptographique, à un monde totalement digitalisé, où on va s'appuyer finalement sur l'ensemble de cette architecture pour être capable d'échanger de manière beaucoup plus sécurisée, de manière beaucoup plus fluide et de manière augmentée, puisqu'on va pouvoir, comme l'a très bien expliqué Sébastien, exploiter ces données pour les agréger et construire des offres de services qui tirent parti de cette capacité à échanger ces données en temps réel. Alors, si on peut passer à la planche suivante, derrière cette transformation et cette nouvelle architecture, on retrouve finalement une énorme opportunité qui est d'abord liée au fait que, comme l'a très bien expliqué Sébastien, eh bien, il y a un réglementaire au niveau européen qui vient mettre tout le monde d'accord. Tout le monde adopte cette même architecture, ces mêmes protocoles, ces mêmes détails d'implémentation, ces mêmes certifications qui font qu'on va tous parler le même langage et être capable d'avoir un espace dans lequel on va pouvoir très simplement échanger ces informations de manière totalement sécurisée. Et là, ça donne une opportunité absolument colossale, non seulement pour chacun des individus, de retrouver une totale confiance dans cet outil numérique pour finalement
consommer l'ensemble des services qu'il a à consommer au quotidien, mais aussi pour l'ensemble des acteurs économiques, que ce soit des grandes organisations, des entreprises ou des institutions, dans leur capacité, tout d'abord, à apporter des parcours clients qui soient beaucoup plus lisibles, beaucoup plus simples, beaucoup plus temps réel, finalement, une capacité à reconstruire ou à construire une confiance dans la mise à disposition de ces services digitaux qui est aujourd'hui extrêmement remise en cause avec toutes les fraudes et les cyberattaques auxquelles on fait face, et puis eh bien, de réduire drastiquement cette gestion documentaire historique sur laquelle ils ont basé finalement l'ensemble de leurs échanges avec leur écosystème, que ce soit leurs partenaires, leurs clients ou leurs fournisseurs, et qui, au fur et à mesure du temps, est devenu quelque chose d'extrêmement lourd à gérer, compte tenu du volume de documents, du volume de transactions, mais aussi compte tenu de finalement la recrudescence de la fraude et des technologies, en particulier l'IA, hein, qui permettent de falsifier des documents, de falsifier une identité. Donc, on est rentré, nous, dans une déclinaison de cette architecture, dans un modèle extrêmement pragmatique qu'on s'est appliqué et qu'on a appliqué à certains de nos clients. On a d'ailleurs communiqué sur le sujet. Tu peux passer à la planche suivante, Sylvain, s'il te plaît. Pour passer d'un modèle dans lequel on avait finalement une confiance numérique qui s'exerçait au travers de différentes applications qui étaient des applications indépendantes les unes des autres, de type KYC, de type lettres recommandées électroniques, signature, archivage, que sais-je, à un modèle dans lequel on construit une réelle approche de bout en bout, de plateforme de services qu'on est capable d'intégrer à des parcours qui sont des parcours métiers et auxquels on va offrir une fenêtre d'utilisation au travers du wallet, pas simplement au travers du wallet, mais au travers du wallet, pour être capable de tirer parti d'une authentification forte, cryptographiée, en lien avec l'ensemble de ces services et en lien avec tout un tas d'informations reliées avec cette identité. On a eu l'opportunité de travailler des cas d'usage et finalement le retour sur investissement avec un client avec lequel on a communiqué récemment, comme je le disais, qui s'appelle Generali, où on retrouve, tu peux passer Sylvain, s'il te plaît, où on retrouve une déclinaison très concrète de l'ensemble des bénéfices que l'on a pu évoquer, avec finalement un premier bénéfice que l'on trouve au travers de cette capacité d'authentification et de sécurisation de la mise en relation. Chose qui devient au fur et à mesure du temps hein, de plus en plus compliquée. On multiplie avec par exemple, multifactor authentication, on multiplie le nombre d'actions demandées à l'utilisateur final pour être certain d'avoir la bonne personne en face de moi et de mener une transaction en toute confiance. Grâce au wallet, on va pouvoir tirer parti de cette preuve d'identité cryptographiée par essence qui reste entre les mains de l'utilisateur pour qu'il la partage à bon escient auprès des acteurs avec lesquels il veut le partager et ça en toute simplicité et en temps réel. Le deuxième élément qui est très important, c'est que, comme l'a très bien dit Sébastien, ça ne va pas s'arrêter à l'identité, mais ça va toucher n'importe quelle typologie d'attestation, de documents que l'on va pouvoir véhiculer dans un format cryptographié, authentifié de manière extrêmement forte ou non, en fonction des typologies de transactions, mais en tout état de cause, toujours à la main de l'utilisateur, qui au fur et à mesure du temps va les collecter et qui au fur et à mesure du temps va les partager avec son écosystème. Et c'est là où on touche un point qui est extrêmement fort dans les cas d'usage que l'on a pu voir autour de nous, c'est cette capacité à alimenter au fur et à mesure du temps avec de nouvelles informations qui suivent le cycle de notre vie finalement et la construction de notre patrimoine digital et le cycle de la vie de notre relation avec les différents acteurs avec lesquels nous sommes en relation. Et au fur et à mesure,
on va pouvoir ajouter des attestations qui peuvent être, pour le monde de l'assurance, des attestations d'assurance de différents biens dont on fait l'acquisition au fur et à mesure du temps, ou de produits, par exemple, dans le monde de l'épargne, auxquels on va ajouter finalement tout un tas d'informations au fur et à mesure de l'évolution de notre cercle familial. Et on va utiliser cet environnement comme un environnement qui va nous permettre d'appliquer un consentement en réel, non seulement sur le partage, non seulement sur la collecte, mais aussi sur la prise de connaissance de l'information qui nous est mise à disposition. Et c'est là où on peut parler d'un vrai, je pense que tu peux cliquer encore une fois, Sylvain, on peut parler d'un vrai wallet augmenté dans la démarche, parce que bien au-delà du positionnement du wallet au sens purement réglementaire, qui va aller manipuler une information, une identité régalienne, eh bien, on va l'enrichir de tout un tas d'attestations qui vont en faire vraiment un véhicule extrêmement riche dans sa capacité à interagir avec un ensemble d'écosystèmes, mais en plus, on en fait un outil explicite qui permet d'activer un consentement et donc à tous les acteurs de pouvoir tirer parti d'une relation directe avec son écosystème, son partenaire, son client, son fournisseur, pour s'assurer que les échanges dans lesquels on est en train finalement de s'engager sont des échanges totalement consentis et que toutes les informations sont parfaitement partagées. Et ça en lien direct et en intégration directe avec tous les services de confiance numérique habituels. Et ce wallet augmenté, nous, on le matérialise avec la capacité à accepter en tant qu'utilisateur final, dans son wallet, la mise à disposition d'un espace, d'un prestataire, qui, à l'intérieur de cet espace, va nous mettre à disposition des documents, des services que l'on va pouvoir consommer. Je crois qu'il y a une petite illustration après, Sylvain, il me semble. Services qu'il va pouvoir consommer au fur et à mesure, finalement, de la relation qui se travaille avec son client. On pourrait très bien imaginer que dans cet espace, eh bien, un assureur va mettre à disposition de son client sa carte de tiers payant. On va pouvoir imaginer qu'au travers de cet espace, on va pouvoir mettre à jour les termes et conditions qui sous-tendent la relation contractuelle entre une entreprise et un client, et que, de fait, l'utilisateur va pouvoir envoyer un consentement explicite, non seulement de lecture, mais de prise en compte de ces modifications des règles contractuelles qui lient au fournisseur. On va pouvoir utiliser cet environnement pour partager des données personnelles qui viennent mettre à jour des contrats du type j'ai déménagé, j'ai un nouvel enfant, ou j'ai des modifications dans ma cellule familiale. Et grâce au wallet, je vais pouvoir partager ces informations sécurisées de manière automatisée, extrêmement simple, à tous les acteurs qui peuvent être concernés par ça. Et tout ça, si tu peux cliquer encore un coup, Sylvain, de manière totalement fluide, dans un environnement qu'on connaît parfaitement, notre téléphone portable, dans lequel on manipule déjà d'ailleurs, depuis un petit moment, des wallets qui nous apportaient des premières bribes de services. Comme vous le voyez dans les illustrations qu'on a choisies, eh bien, au-delà de ce positionnement réglementaire, avec ce qu'on appelle l'EUDI Wallet, cette capacité d'accéder à des espaces de services et donc à une interaction vraiment temps réel, potentiellement, avec des acteurs pour être capable de consommer ces fameux services. Et ça, quand on le met à l'échelle, tu peux cliquer sur la planche suivante, quand on le met à l'échelle de l'ensemble du marché, eh bien, on se rend compte que, et c'est pour ça aussi qu'on parle d'écosystème, ce mode de fonctionnement, cette nouvelle architecture dont on parle là, c'est quelque chose qui s'applique à tous les métiers, à tous les parcours, à tous les verticaux que l'on peut trouver en ce moment, que ce soit dans le monde de la santé, dans le monde des banques, dans le monde des télécoms, dans le monde de l'éducation, des transports, évidemment, le monde du droit ou dans les services publics. Bref, tout le monde se retrouve à pouvoir tirer parti finalement de cet environnement
pour simplifier, pour optimiser, pour sécuriser ces transactions au quotidien. Merci Bruno, c'est foisonnant et on voit bien effectivement toute l'étendue du possible autour de ce wallet. Alors il y a évidemment des questions qui viennent, mais on les traitera après. Alors pour prolonger nos interventions, donc Isabelle Zablit. Alors Isabelle a été extrêmement impliquée dans tout le cheminement de ses travaux au sein d'Aliancy. Donc Isabelle, je serais ravi que tu puisses te présenter parce que tu n'es pas innocente et tu as largement contribué aussi à la construction de ce wallet pour y avoir contribué au niveau européen. Je te laisse te présenter. Oui, merci Sylvain. Donc Isabelle Zablit, donc j'ai un double parcours, Tu on nous va entends, dire, ouais. un double parcours public et privé avec 4 années passées aussi au ministère de la Santé récemment. Et donc, ce qui m'a donné l'occasion de travailler sur un certain nombre de projets européens. Et donc, merci beaucoup à Sylvain et à toute l'équipe Aliancy élargie, je vais dire, pour leur confiance et qui nous a permis effectivement de structurer en fait cette proposition d'écosystème que l'on propose autour de ce que Sébastien et Bruno viennent de présenter, je dirais, avec tout le potentiel de ce que cette nouvelle réglementation apporte. J'ai l'habitude de dire que on a des réglementations très positives au niveau européen. On entend beaucoup de critiques, mais là, on voit aujourd'hui avec les illustrations très concrètes de Sébastien et Bruno tout le potentiel que ça nous apporte en termes de confiance, en termes de sécurité et j'ajouterais en termes de simplification. En fait, dans les exemples qui ont été présentés, on voit que c'est beaucoup de simplification. Donc, ce sont des réglementations très positives dont il faut s'emparer finalement au-delà du bâton que représente le deadline de la mise en conformité. Il y a bien plus que ça. Il y a tout le potentiel qu'on peut en faire. Et on voit que les offres et les sujets et les services sont sur le terrain. Donc, on vous propose de vous C'est tout le message d'Isabelle d'ailleurs, de dire de surtout pas l'aborder que sur le prisme réglementaire et d'attendre d'y être contraint, parce qu'on passe à côté de l'opportunité de tout ce qu'on incarne et ce qu'on porte aujourd'hui. Exactement. Et donc, c'est pour ça que Future for ID, c'est l'écosystème qu'on rassemble et dans lequel on vous invite à rentrer aussi, et vise vraiment à tourner cette opportunité positive qui nous est apportée ici, presque sur un plateau d'argent, j'allais dire. Donc, qu'est-ce que c'est que Future for ID? Eh bien, c'est le fait de rassembler un écosystème qui se mobilise pour s'emparer de ce sujet-là, pour le déployer et de manière extrêmement rapide. On a des deadlines qui sont des deadlines réglementaires, mais on a aussi des deadlines business finalement. Et le plus vite on s'en empare et le plus vite le potentiel de confiance et de sécurité va se déployer auprès des différents verticaux qui ont été évoqués notamment par Bruno. Voilà, donc c'est une approche hyper pragmatique. Sylvain a évoqué un do tank et elle va viser à mettre en circuit court en fait tous les acteurs qui représentent en fait les parties prenantes de cet écosystème. On voit bien qu'il y a des briques qui viennent de différents horizons. En tout cas, on le pressent. Ça s'était sous-tendu un petit peu dans ce que Bruno et Sébastien ont présenté. Et donc voilà, donc cet écosystème, il est fondamentalement européen, d'où les slides en anglais d'ailleurs, puisque on va s'adresser de manière extrêmement large là-dessus. Donc on lance cette opportunité-là, on vous y invite avec Future for ID et on va vous présenter quelques éléments hyper concrets pour démarrer ensemble cette aventure. Donc, il s'agit d'avoir les deux parties, la demande et l'offre, finalement, de tout ce qui se construit autour de cette identité numérique européenne et de manière absolument agnostique des solutions. C'est-à-dire que ça, c'est un point vraiment très, très clé. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir déployer ces espèces de confiance rapidement et avec des cas d'usage qui puissent être opérationnels le plus rapidement possible, d'où cette approche très opérationnelle. On peut peut-être passer au slide suivant. En fait, c'est un message important, c'est-à-dire qu'il y a un foisonnement d'initiatives européennes et qui ont toutes leur sens, au sens
l'émergence, de l'innovation, de l'effervescence de l'écosystème. Et on voit beaucoup d'utilisateurs clients finaux qui ont du mal des fois à décrypter ce qui peut être utile, efficace et à mettre en œuvre. Et là, on porte vraiment l'ambition d'être sur le dernier kilomètre, qu'à dire d'être capable de montrer ce qui peut être mis en place vite sur ces sujets-là, je crois. Exactement. Donc là, on a une phase de construction de cet écosystème. Ensuite, on va avoir une deuxième phase qui va être de regarder c'est quoi les enjeux à court terme parmi tous les acteurs qui se mobilisent dans Future for ID, et puis de manière à pouvoir déployer donc le plus rapidement possible en fin d'année, début de l'année prochaine. Voilà, j'y vais très rapidement parce que je crois que c'est suffisamment clair. Voilà, et pour ne pas trop déborder. Et ça veut dire quoi? C'est avoir toute la chaîne de valeur qui soit représentée dans cet écosystème. Vous l'avez à l'écran, vous avez différentes typologies d'acteurs qui peuvent intervenir. On passe de l'éthique au réglementaire avec des solutions hyper technologiques. Voilà, donc évidemment des fournisseurs d'identité, etc. Ça me permet d'ailleurs de dire que j'ai vu dans le chat une question qui était... quel était finalement le rôle de l'ANTS ou de France Titres. Eh bien, Bruno et Sébastien ont bien évoqué que le règlement imposait en fait aux États de déployer en fait un wallet européen, donc aligné sur un certain nombre de requirements qui permettent cette interopérabilité au niveau européen. Ce sont des sujets qui sont extrêmement importants pour permettre la simplification et la confiance. Voilà, donc toute cette chaîne de valeur, on vise à la représenter au sein de Future for ID et de manière, donc je le répète, agnostique des solutions qui soient proposées. On peut passer, je crois, au slide suivant. Et donc ça nous permettra en fait d'agir de manière très opérationnelle, encore une fois, avec des livrables qui soient fournis par cet écosystème, bien sûr de discuter autour de réunions et d'avoir aussi des rendez-vous. Les rendez-vous, ils ont commencé avec à Lille lors du FIC. Aujourd'hui, c'est une illustration évidemment, mais également il y a un moment phare dans ce domaine de l'identité numérique, c'est l'Identity Week qui a lieu à Amsterdam au mois de juin. Donc on s'en rapproche et on se propose de vous y emmener de manière à ce que ce soit un moment fort du lancement de Future for ID. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, l'idée, c'est de faire vraiment une petite learning expedition sur 3 jours qui permettent à chacun de s'approprier en fait toute cette chaîne de valeur de l'identité numérique et aussi de lancer les premiers travaux de Future for ID en tant que do tank. Bien sûr, d'aller voir les différents acteurs qui seront sur place lors de cette Identity Week, voir des cas d'usage qu'on pourra également aller tester chez nos collègues des Pays-Bas. Voilà, donc avec de manière très classique, en fait, des sessions en vase clos, j'allais dire, de Future for ID, et puis des sessions où on s'expose à l'écosystème qui sera rassemblé sur place à Amsterdam dans ce grand temps fort. Voilà, donc c'est très important pour nous de vous en parler aujourd'hui, puisque l'idée, c'est aussi que vous puissiez vous mobiliser et nous dire, en fait, vous montrer faire acte de candidature et d'intérêt pour nous rejoindre dans cette belle aventure de Future for ID. Je ne sais pas, Sylvain, si tu veux compléter. Alors, oui, et puis avec l'ensemble de l'équipe qui est présente, c'est que je pense qu'aujourd'hui on a vu, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'initiatives autour du sujet, il y a beaucoup d'organisations qui ne voient pas nécessairement de l'urgence de ce qui serait occupé, voyant ces sujets plutôt apportés au mois de juillet, août, septembre. Et donc, on voit des organisations qui sont plus matures que d'autres. Enfin, Bruno parlait de Generali tout à l'heure, avec déjà des expérimentations qui ont pu être déployées. Donc, je ne sais pas si Bruno, tu veux compléter aussi par rapport à ce qui a motivé l'organisation comme à dire qu'il y avait un vrai enjeu d'écosystème pour mettre autour de la table les acteurs qui vont s'en emparer, côté conseil, côté ESN, côté solutions techno.
On voit qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont côté banque, assurance, qui estiment être encore pas tout à fait au rendez-vous. Il va aussi falloir fédérer un écosystème de gens qui vont pouvoir répondre très vite à cet enjeu, en fait. Tout à fait. En fait, l'enjeu et l'effet de levier, il va se produire sur la capacité qu'on a à trouver des services, finalement, qui tirent parti de l'ensemble des éléments qu'on vient de partager, de l'ensemble de cette architecture, de cet outil magique, entre guillemets, hein, de cette fenêtre magique que propose le wallet. Et pour ça, ça veut dire que l'ensemble du marché et l'ensemble des acteurs de ce marché doivent se mettre en mouvement de manière à ce que, y ait, comme l'a très bien décrit Sébastien, non seulement des gens qui offrent des technologies, les technologies elles sont là, elles sont disponibles, elles sont prêtes à être déployées, elles suivent au fur et à mesure de leur disponibilité et certification qui sont soit demandées, soit proposées par le marché. Donc l'enjeu, il n'est pas tant de savoir si la technologie elle est disponible. L'enjeu est qu'est-ce qu'on va en faire, comme le disait très très bien à nouveau Sébastien. Et le qu'est-ce qu'on va en faire, il passe dans la capacité à identifier les cas d'usage, identifier les parcours dans lesquels ça fait de l'impact, dans la manière dont le service est délivré, dans la simplification, la sécurisation. Et puis avoir de multiples acteurs qui sont réunis finalement autour de la table pour identifier quels sont les services qui, grâce au partage de ces informations, se retrouvent à utiliser de manière combinée les attestations qui sont produites. Je vais donner un exemple. Demain matin, une assurance va avoir la capacité de produire une attestation de bonus-malus, par exemple, et cette attestation peut être utilisée par chacun d'entre nous, parce que réputée authentique, auprès d'un loueur de voiture qui va pouvoir nous apporter des services différenciés, parce qu'il sera certain que cette information est authentique et est bien attachée à nous en tant que conducteurs. Et on peut multiplier comme ça le nombre d'exemples dans le monde de la santé, dans le monde des transports, dans le monde vraiment à foison. Et tout ça passera par cette capacité à nouveau fédérer les acteurs, très vite se mettre en mouvement, mettre à disposition ces informations, ces attestations et construire des cas d'usage à l'échelle pour que immédiatement tout le monde s'en empare. Et en plus, et ça aussi ça a été évoqué, finalement, la pression va venir significativement rapidement. Elle va venir rapidement parce que va y avoir cette fameuse capacité à utiliser son portefeuille comme son wallet comme preuve d'identité. Et de fait, il y a des acteurs qui vont commencer à nous proposer des partages d'attestations dans des parcours. Et à partir du moment où on aura goûté à ça, on sera tous finalement à refuser de continuer à partager les documents alors qu'on ne sait absolument pas comment ces documents sont manipulés et, in fine, si la donnée elle est sécurisée ou non. Donc, la question dans le chat était liée à la fuite de données de la NTS, qui a effectivement fait un peu d'actualité. En quoi aujourd'hui, il y a eu d'autres attaques autour de la DGFiP ou de grandes organisations. En quoi le wallet va réassurer, ramener plus de confiance que des acteurs aujourd'hui, au regard de ce qu'on voit comme actualité. Je ne sais pas si Sébastien, tu veux te prêter à la réponse ou pas. Plus de confiance dans la mesure où on crée un nouvel objet, un nouvel écosystème. By design, il va implémenter tous les éléments de sécurité qu'on sait faire de mieux à ce titre-là. Donc, en termes de sécurisation de la chaîne, de liste de confiance, de certification des différents acteurs aux différents niveaux, et puis même de l'objet technologique lui-même, les éléments qui sont utilisés pour certifier les attributs, les partager et les vérifier sont
infiniment plus sécurisé que n'importe quel système préalablement existant sur la base de partage de documents, comme le disait Bruno. Une fois qu'on aura goûté à ça, il y a même pas photo, quoi. Ça va dépasser mes compétences techniques et puis je dirais l'intérêt d'en parler ici, mais ce qu'on peut dire, c'est que C'est pas une question piège, mais c'était effectivement une. Donc, on a un niveau de sécurité qui Isabelle, est. je ne sais pas si tu veux te mettre à la. Mais est-ce que, du coup, ça c'est dans la partie, je dirais, technique, et puis dans la partie usage également, on a cette histoire de minimisation. Je reviens là-dessus parce que c'est clé. C'est vraiment la capacité d'implémenter enfin la RGPD proprement. On va même les données exposées d'une certaine façon vont être vraiment minimisées. Donc, au pire du pire, on est quand même sur des choses qui sont bien mieux maîtrisées, au-delà même de la sécurisation technique, sur le principe de ce qu'on partage. On est à l'état de l'art, quoi. Isabelle, tu veux compléter ou c'était. Non, parce que je pense que ça va être probablement redondant. Je voudrais juste rappeler aussi qu'avec ce qu'on se dit là, quand même, il y a vraiment un vrai enjeu de simplification qui est, je crois, attendu aussi par l'ensemble des citoyens, finalement, pour pouvoir simplifier, mais en confiance. Et c'est ces deux enjeux-là qui sont conjugués aussi ici, avec les propositions de valeur, finalement, que ça apporte dans un certain nombre d'opérations que l'on voit très concrètement. Donc voilà, et puis et ça va nous permettre aussi de les jouer, j'allais dire, au niveau européen, ce qui est quand même très important pour nombre d'entre nous. On peut évoquer le mécanisme de révocation aussi sur la sécurité. Super. Donc, tout ça pour vous remercier. Alors, il y avait, on a. Très bien. Donc, on n'a pas eu beaucoup de questions, mais on vous propose effectivement de rebondir sur le questionnaire qu'on vous a mis à disposition et qu'on vous renverra suite à cette conférence. Donc, encore une fois, l'idée, c'était un petit point d'étape par rapport à nos travaux et je pense que c'est important aussi d'amener quelques décryptages par rapport aux questions qui nous avaient été posées. Donc, j'espère qu'elles vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous faire un petit commentaire ou à nous partager le sujet. Vous l'avez compris, il y aura d'autres sessions, d'autres interactions sur lesquelles on pourra approfondir, faire des démos, montrer des réalisations. En tout cas, si vous avez envie de prendre part à ces travaux par rapport à ces enjeux de mise en œuvre, on est à votre disposition aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas si Madame, Messieurs, vous voulez compléter, rajouter quelque chose en mot de la fin. Isabelle, si tu veux. Donc là, on vous donne rendez-vous pour l'identité Witch déjà. J'allais dire, on vous attend au rendez-vous des travaux et des jalons qu'on vous a présentés. Voilà. Bruno, Sébastien. Moi, je suis vous l'avez entendu, et je crois que j'ai pas besoin d'en rajouter. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de l'opportunité qui nous est offerte et à la combinatoire finalement entre une sorte de mouvement citoyen autour du wallet et puis de la capacité des acteurs économiques, quels qu'ils soient, à tirer parti de cette opportunité pour réaliser de vraies économies substantielles. Et je pense que la beauté de cette initiative, de cette réglementation et de cette architecture, elle passe dans la combinatoire de ces deux éléments. Et à nouveau, on y parviendra et on y parviendra extrêmement rapidement que dans un format où on construira des écosystèmes qui tirent parti de cela au travers d'offres de services. Merci Bruno. Et Sébastien, pas mieux. Dernier. Pas mieux. Ravi de participer à cette transformation qui, j'en suis convaincu, est une des majeures dans les années à venir. Et voilà,
pense que quand on aura fait bouger les lignes sur ça, on sera tous très fiers d'avoir contribué à la grande transformation qui, pour moi, est le challenge des années, des 3, 5, 10 prochaines années. Bon, bah, merci à toutes et tous de nous avoir suivis, d'avoir participé à cette session. Alors, on a un petit peu débordé dans le timing, mais c'était dense. On aurait de quoi effectivement continuer à travailler et ce sera le but de prochaines sessions. Merci à toutes et tous. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir et puis à très bientôt sur le sujet du numérique.